J'ai passé ma vie à élever mon fils, Marc, déversant chaque once d'amour et le moindre sou dans son avenir. Mais lors de son mariage fastueux, il m'a placée dans un coin discret, près de la cuisine. Et pendant son discours, il a ri, disant à toute la salle que j'étais habituée à me contenter des miettes de la vie. Il n'avait aucune idée que moi, sa mère invisible, était sur le point d'envoyer un email qui allait démanteler chaque filet de sécurité financier qu'il croyait sien. Avant de nous replonger, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Ceci est mon histoire. L'invitation est arrivée un mardi de mars, un carton crème avec des dorures en relief qui coûtait probablement plus par pièce que ce que je dépensais en courses en une semaine. Il y était écrit « Monsieur et Madame Marc Dubois ont l'honneur de vous convier ». Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Mon fils, Marc, allait se marier. Et j'étais informée, pas consultée. Je l'ai posé sur mon comptoir de cuisine, à côté de mes avis de retard de paiement, en la fixant. Marc avait 30 ans, un succès dans la tech, dans un loft en plein cœur de ville. Son loyer à lui seul éclipsait mon salaire de 6 mois de mon cabinet d'assurance. Il était avec Chloé depuis 5 ans. Je l'avais rencontré 2 fois. Chaque rencontre fut brève, maladroite, empreinte de son dégoût poli pour mon petit appartement et mes vêtements bon marché. Le mariage, le 15 juin, un samedi, au domaine des cyprès dorés où la famille de Chloé était membre. Je savais que je ferais tache comme une tache d'herbe sur une nappe blanche. J'ai appelé Marc ce soir-là. « Ah, salut maman !» Sa voix avait cette qualité distraite, comme s'il défilait sur son téléphone. « Tu as eu l'invitation ?»« Oui. Félicitations, mon chéri. Chloé a l'air charmante. » Un silence. « Ouais, elle l'est. Écoute, à propos du mariage. Je suis si heureuse pour vous deux. Quand puis-je aider à la planification? Je sais que ces choses coûtent cher. Et j'ai économisé. »« Maman, arrête !» Sa voix s'est aiguisée, me coupant court. « Nous n'avons pas besoin d'aide. Les parents de Chloé s'occupent de tout. Tout est pris en charge. Je ne parle pas d'argent, Marc. Je parle d'être impliqué. La danse mère-fils, choisir les fleurs, la dégustation du gâteau. On a déjà fait tout ça. Écoute, tu n'as qu'à te montrer, d'accord? Porte quelque chose de joli. Mais pas trop, tu sais, conservateur. La famille de Chloé est assez traditionnelle. Quelque chose de joli. Mais pas trop moi? J'ai compris. Je ne voudrais embarrasser personne. Ai-je dit, ma voix calme malgré la douleur familière qui se propageait dans ma poitrine. Il ne s'agit pas d'embarrasser, maman. Laisse tomber, je dois y aller. Chloé prépare le dîner. La ligne est devenue silencieuse. Je me suis assise dans mon appartement vide, fixant l'invitation. Tenue de soirée facultative. Y était-il écrit? Je n'avais jamais rien possédé qui s'y rapportait. Ma meilleure robe, bleu marine, vieille de 5 ans, était pour la remise de diplôme de Marc à l'université. Au cours des 3 mois suivants, j'ai économisé chaque centime. J'ai sauté des repas. Je suis allée au travail à pied au lieu de prendre le bus. J'ai annulé mon abonnement télé. En mai, j'avais assez pour une robe qui ne l'humilierait pas. Vert émeraude, profond, simple, élégante, d'un grand magasin. J'ai même craqué pour de nouvelles chaussures et fait coiffer mes cheveux grisonnants par un professionnel. Je voulais désespérément avoir l'air d'appartenir, digne d'être sa mère. Le matin du mariage, je reconnus à peine la femme élégante et digne dans le miroir de ma salle de bain. Un instant, j'ai imaginé le visage de Marc quand il me verrait. Peut-être de la fierté. Un moment où il me présenterait à sa belle famille, sans cette grimace subtile. Le domaine des cyprès dorés s'étendait sur des pelouses impeccables, menant à un lac. Des voitures de luxe bordaient l'allée.
Ma Renault Clio de 15 ans, ancienne, avait l'air complètement déplacée. À l'intérieur, le hall brillait. Les invités se mêlaient, leur rire résonnait. Les femmes portaient des robes de créateurs et des bijoux étincelants. Les hommes respiraient une confiance décontractée. J'ai aperçu Marc près de l'escalier, smoking impeccable, riant avec le père de Chloé. Chloé, dans une robe qui valait mon salaire annuel, se tenait radieuse à ses côtés. Il semblait tout droit sorti d'un magazine. Mes nouvelles chaussures claquèrent sur le marbre. Alors que je m'approchais, le regard de Marc croisa le mien, son sourire chancelant. Non pas de chaleur, mais d'une résignation troublante. « Maman, dit-il d'une voix neutre, tu es venue, tu es si beau, ai-je dit, tendant la main pour redresser son nœud papillon. Un geste de son enfance. Il recula, juste assez pour rompre le contact. Et merci, tu es bien. La pose avant bien piqua. Le père de Chloé, distingué, aux cheveux argentés, me tendit la main. Vous devez être la mère de Marc. Hélène Delacroix. Ai-je répondu en la serrant. Félicitations d'acquérir un si merveilleux gendre. En effet, son sourire était poli mais distant. Marc nous dit que vous travaillez dans les assurances? Saisie de données, principalement. Aujourd'hui, je suis juste la fière mère du marié. Il hocha la tête, se tournant immédiatement vers Marc, entamant une histoire de golf. Je suis restée là, invisible à nouveau, avant de m'éloigner discrètement. La cérémonie fut magnifique. Les yeux de Marc ne quittaient pas Chloé. Ses vœux contenaient un amour dont je me souvenais de ses récits de petit garçon. Pourtant, ces moments me semblaient lointains, appartenant au fils de quelqu'un d'autre, à la vie de quelqu'un d'autre. Je me suis assise au 3e rang, derrière la famille de Chloé et les amis d'université de Marc. Personne n'avait gardé de place devant. Personne ne semblait me remarquer. Après, alors que les invités se dirigèrent vers la réception, je suis restée dans la chapelle, me préparant. La réception serait plus difficile. Plus d'occasion de me sentir déplacée, de petites humiliations. Mais j'étais la mère de Marc. C'était le jour de son mariage. J'endurerais, parce que c'est ce que font les mères. Je n'avais aucune idée qu'en quelques heures, je découvrirais qu'il y a des limites à ce que même l'amour d'une mère peut endurer. Avez-vous déjà ressenti ce point de rupture silencieux, interne, où le monde bascule et vous savez que quelque chose d'irréversible a commencé? La salle de réception était une vision d'élégance discrète, un contraste saisissant avec le vide grandissant en moi. Des nappes blanches couvrirent les tables, les verres en cristal captaient la lumière, et les centres de table, méticuleusement arrangés, semblaient avoir été créés par des fleuristes qui facturaient plus par heure que ce que je gagnais en une journée. Des tables rondes pour 8 personnes parsemaient la pièce, chacune un écosystème soigné de hiérarchie sociale. J'ai cherché mon marque-place. Table 7, nichée dans le coin arrière, près des portes de la cuisine. Les autres sièges à ma table étaient occupés par ce qui semblait être les parents éloignés de Chloé. Une tante âgée avec une aide auditive. Un couple qui semblait profondément mal à l'aise dans leur tenue de soirée. Et plusieurs chaises vides qui suggéraient que même les derniers de la liste des invités ne s'étaient pas tous donné la peine de venir. La table 1, juste devant la table d'honneur, où Marc et Chloé s'assiéraient, était réservée aux familles Dubois de la Croix et à leurs amis les plus proches. La table 2 débordait des copains d'université de Marc et de leurs épouses. La table 3, les amis de Chloé de l'université. J'ai observé cette chorégraphie minutieuse de la richesse et des relations, comprenant précisément ma place dans le nouveau monde de mon fils. Excusez-moi, vous êtes la mère de Marc. La voix appartenait à une femme d'une 60aine d'années aux yeux bienveillants et au sourire apologétique. Je suis Geneviève.
la grand-tante de Chloé. J'espérais m'asseoir avec quelqu'un qui connaît le marié. Hélène Delacroix. Ai-je répondu, sincèrement reconnaissante de toute présence amicale. Je vous en prie, rejoignez-moi. Alors que nous nous installions, Geneviève se pencha. Entre nous, je me sens un peu déplacée ici. Tout ça? Elle désigna le cadre opulent. C'est magnifique, mais ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. C'est le jour spécial de Marc, ai-je dit automatiquement. C'est ce qui compte. Le cocktail s'est éternisé. Et j'ai regardé mon fils arpenter la salle comme un homme politique. Il allait de table en table, serrant des mains, partageant des rires, jouant le rôle du marié parfait. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, j'ai remarqué quelque chose qui me serra la poitrine. Il a visité chaque table, sauf la mienne. Je me suis dit qu'il gardait le meilleur pour la fin. Je me suis dit qu'il était occupé. Je me suis dit tout ce qui pouvait empêcher le vide grandissant dans mon estomac de s'étendre. Lorsque le dîner fut enfin servi, le personnel se déplaça avec une efficacité rodée, apportant d'abord les assiettes à la table d'honneur, puis progressant dans la hiérarchie. Les tables 1 à 6 reçurent leur repas. Du saumon magnifiquement dressé, avec asperges et pommes de terre rôties, encore fumant. Au moment où ils atteignirent notre table, la cuisine était clairement en retard. Geneviève reçut son assiette, tiède mais présentable. La tante âgée obtint la sienne ensuite, puis le couple mal à l'aise. Puis il n'y aura plus rien. « Je suis tellement désolée », dit le serveur, l'air sincèrement embarrassé. « Il y a eu un problème de communication en cuisine. Vos repas arriveront dans quelques minutes. » 20 minutes passèrent, puis 30. Autour de nous, les autres invités avaient fini de manger et étaient passés au toast et au discours. Je suis restée assise devant mon couvert vide, l'estomac gargouillant doucement, regardant mon fils rire aux blagues de son nouveau beau-père. Finalement, un autre serveur apparut avec une assiette. Le saumon était froid, les asperges molles, les pommes de terre coagulées par une pellicule de gras refroidi. Cela ressemblait au genre de repas que l'on trouverait sous une lampe chauffante d'un buffet bon marché. « Des restes de cuisine !» a chuchoté Geneviève avec sympathie. « C'est inadmissible. » Mais j'ai souri et pris ma fourchette. « Ça va !» ai-je dit. « Je suis juste heureuse d'être là. » La vérité, c'est que j'étais habituée au reste. Habituée à être la dernière. Habituée à me débrouiller avec ce qui restait après que tout le monde ait pris sa part. Ce n'était qu'une autre variation sur un thème familier. J'étais à moitié de mon saumon froid quand je l'ai entendu. La voix de Marc, portant à travers la pièce alors qu'il se levait pour son discours de remerciement. Mais avant de s'adresser à la foule, il parlait à Chloé. Sa voix juste assez forte pour que les tables voisines puissent t'entendre. « Tu as vu? Ils ont enfin apporté à ma mère son repas. » Il désigna ma table d'un sourire qui paraissait cruel sous la douce lumière. « Elle est habituée à se contenter des miettes de la vie. Ça ne la dérangera pas. » Chloé rit. Un son cristallin comme du verre brisé. Plusieurs personnes à la table d'honneur se joignirent à elle, suivant son exemple. Le son se propagea, tandis que les amis d'université de Marc saisirent la blague, leurs épouses couvrant leur bouche pour cacher leur petit rire. J'ai posé ma fourchette avec précaution, mes mains stables malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Geneviève avait l'air horrifiée. « Il a juste... ça va », ai-je répété. Mais les mots avaient le goût de cendre dans ma bouche. Marc a continué son discours, remerciant les Dubois de la Croix de l'avoir accueilli, remerciant ses amis pour leur soutien, remerciant Chloé de faire de lui l'homme le plus chanceux du monde. Il a remercié les traiteurs, les musiciens, même les fleuristes. Il ne m'a jamais mentionné. Quand il a eu fini, les applaudissements furent tonitruants. Les verres ont tinté. Les gens essuyaient des larmes de leurs yeux.
et Marc se pencha pour embrasser sa mariée, comme s'il venait de prononcer le discours le plus sincère de tous les temps. Je suis restée assise dans mon coin, entourée de nourriture froide et de l'écho du rire de mon fils à mes dépens. Et j'ai senti quelque chose en moi se briser net en deux. Pas éclater, cela aurait été plus désordonné, plus dramatique. C'était précis, chirurgical, la rupture finale de tout lien que j'avais désespérément essayé de maintenir. La danse a commencé après le dîner. Marc et Chloé glissèrent sur la piste pour leur première danse, comme sortis d'un conte de fées. Puis vinrent les danses des parents. Le père de Chloé la faisant tournoyer avec une grâce exercée. La mère de Chloé se balançant avec sentimentalisme avec Marc. J'ai attendu que Marc me trouve pour notre danse. J'avais imaginé ce moment pendant des mois. J'avais même pratiqué quelques pas dans mon salon pendant que de la vieille musique jouait sur mon téléphone. Mais à mesure que la soirée avançait et que d'autres membres de la famille rejoignaient la danse, il est devenu clair qu'aucune invitation ne viendrait. Marc était trop occupé, trop important, trop absorbé par sa nouvelle vie pour se souvenir de la femme qu'il avait élevée seule après le départ de son père, quand il avait 7 ans. La femme qui avait fait des doubles postes pour payer son équipement de baseball, qui l'avait aidé avec ses devoirs d'algèbre à la table de la cuisine chaque soir, qui l'avait conduit à l'université dans sa vieille guimbarde et avait pleuré sur le parking après lui avoir dit au revoir. Geneviève me toucha doucement le bras. « Tout va bien, ma chère ?» J'ai balayé la pièce du regard, voyant les rires, la célébration, mon fils tourbillonnant sur la piste avec sa ravissante épouse, la vie qu'il avait bâtie et où il n'y avait pas de place pour moi. Pour la première fois de la soirée, j'ai eu une clarté totale sur ce qui se passait. Je suis parfaite, ai-je dit, et je le pensais. Je me suis levée, lissant ma robe émeraude, une dernière fois. J'ai marché jusqu'au vestiaire, récupéré mon sac et me suis dirigée vers la sortie. Personne ne m'a remarqué en partant. Ni Marc, ni Chloé, ni aucun des invités qui avaient essayé passer la soirée à faire comme si je n'existais pas. Mais en atteignant le hall, j'ai entendu des pas derrière moi. « Madame Delacroix !» C'était Geneviève, légèrement essoufflée. « Vous partez ?» ?»« Oui. » Sans dire au revoir. Je me suis retournée pour regarder à travers l'encadrement de la porte la réception, toujours en pleine effervescence. Marc était au bar maintenant, entouré de ses amis, sa cravate dénouée, le visage rougi par le champagne et le bonheur. Il avait l'air jeune et insouciant, et complètement déchargé de toute pensée pour sa mère. Il ne le remarquera pas, ai-je dit simplement. Le visage de Geneviève se froissa de sympathie. « Je suis tellement désolée. La façon dont il a parlé de vous, ce n'était pas juste. »« Non, » ai-je acquiescé. Ça ne l'était pas. Mais en marchant vers ma voiture sous la douce lumière du domaine des cyprès dorés, je ne pensais ni aux excuses, ni à la sympathie. Je pensais à l'email que j'écrirais en rentrant à la maison. Celui qui arriverait dans la boîte de réception de Marc demain matin, pendant qu'il se remettrait encore de sa gueule de bois de mariage. Celui qui changerait tout. Avez-vous déjà renoncé à quelque chose que vous vouliez désespérément réparer, sachant que renoncer était le seul moyen de vous retrouver vraiment? Je suis rentrée chez moi dans un silence complet, l'éclat du domaine s'estompant dans mon rétroviseur, laissant derrière lui une nouvelle forme d'obscurité. La femme qui s'y était rendue, pleine d'espoir et nerveuse, s'accrochant encore à une image fanée de la famille, avait disparu. À sa place, un nouveau moi s'éveillait. Ma vieille Renault Clio, habituellement symbole de ma vie stagnante, me semblait différente maintenant. Un vaisseau me transportant vers une destination inconnue, mais certaine. Mon appartement, autrefois petit et exigu, me semblait maintenant une toile vierge, dépouillée des illusions que j'y avais méticuleusement peintes au fil des ans. J'ai accroché ma robe émeraude dans l'armoire, à côté de mes vêtements de travail, et je me suis changée pour enfiler un jean,
et un t-shirt familier et usé. Puis, je me suis assise à ma table de cuisine, l'ordinateur portable ouvert, la faible lueur de l'écran illuminant mon visage déterminé. Il n'y avait pas de colère, pas de larmes furieuses. Juste une certitude froide et précise qui s'était installée au plus profond de mes os. J'ai commencé à composer l'email le plus important de ma vie. J'ai écrit avec la précision de quelqu'un qui avait enfin cessé de prétendre que l'amour pouvait exister sans respect. Marc, commençai-je, je t'écris ceci alors que le jour de ton mariage est encore frais dans ma mémoire. Bien que je soupçonne que les détails qui comptent pour moi sont différents de ceux dont tu te souviendras. Les mots coulaient, mesurés, délibérés, vrais. J'ai écrit sur sa blague cruelle à la réception. Non pas comme une insulte, mais comme une révélation honnête. Pour la première fois depuis des années, tu m'as dit exactement ce que tu penses de moi. J'ai détaillé comment je lui avais appris à me traiter comme des restes, acceptant des miettes d'attention, de considération, d'affection. Chaque fois que j'acceptais moins que la décence humaine la plus élémentaire, je te montrais que je croyais mériter moins que la décence humaine la plus élémentaire. Mais ce soir, ce cycle a pris fin. Je ne ferai plus cette erreur. J'ai méticuleusement listé le soutien financier que je retirais. Les dépôts mensuels qu'il pensait provenir d'un fonds fiduciaire, l'assurance vie que j'avais maintenue pendant 12 ans, la carte de crédit pour ses urgences. Puis, le plus grand choc, plus important encore, je vends la maison. La maison qu'il supposait un jour être la sienne. C'était moi, travaillant des heures supplémentaires et sautant des repas pour que tu puisses bâtir ta cagnotte. La maison, ma maison, valait plus de 350 000 €. Cet argent serait pour moi, pour voyager, pour vivre, pour enfin connaître la vie que j'avais repoussée en étant invisible dans la sienne. Je ne suis pas en colère, Marc. La colère implique que j'attendais mieux. Au lieu de cela, je suis reconnaissante. Tu m'as libérée du travail épuisant, d'essayer de gagner l'amour de quelqu'un incapable de le donner. J'ai relu l'email 3 fois. Il n'y avait ni supplication, ni marge de négociation, ni message caché le suppliant de me prouver que j'avais tort. À 3h47 du matin, j'ai cliqué sur « Envoyer ». Puis, je me suis versé un verre de vin, la bouteille chère que j'avais gardée pour une occasion spéciale qui n'est jamais venue. Et j'ai commencé à planifier ma nouvelle vie. Est-ce le moment où vous avez enfin tracé une ligne, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible? Le dimanche après-midi, j'avais déjà contacté un agent immobilier. Mes doigts, habituellement hésitants, se sont déplacés avec une nouvelle détermination sur le clavier du téléphone. Le lundi, un conseiller financier était sur mon agenda. Il a écouté, silencieux et professionnel, pendant que j'expliquais mes décennies d'épargne minutieuse et la maison. Le mardi, je recherchais des appartements pour séjour, de longue durée à Nice, une ville que je n'avais fait que rêver de visiter. Et le mercredi, j'avais programmé des jours de congé pour la première fois en 3 ans. Non pas pour des obligations familiales, mais pour moi. La femme qui avait élevé Marc, sacrifiant chaque caprice, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un enfin prêt à vivre pour elle-même. La réponse de Marc arriva le jeudi matin, exactement comme je l'avais prédit. L'objet criait « Maman, c'est quoi ce poisson d'email ?» Le corps du message était une cascade frénétique d'accusations. Il qualifia cela de crise, affirmant que j'avais mal compris le mariage. Ce n'était qu'une blague. Tout le monde riait, pas seulement de toi. Tu es beaucoup trop susceptible à ce sujet. « On peut parler en adulte ?» demanda-t-il. Puis la menace voilée. « Vendre la maison est insensé. C'est de mon héritage que tu parles. Papa se retournerait dans sa tombe s'il savait que tu menaçais de brader mon avenir comme ça,
Chloé, écrivit-il, pensait que je faisais une crise de la quarantaine et connaissait un thérapeute pour les femmes de ton âge qui luttent contre le syndrome du nid vide. Il proposa de prendre un rendez-vous, me pressa de me calmer et de parler, promettant de venir dimanche. J'ai supprimé l'email sans répondre. Le samedi apporta un autre message, plus court et plus exigeant. « Maman, j'essaie de t'appeler depuis 2 jours. Réponds à ton téléphone. Il faut qu'on discute de cette situation immobilière avant que tu ne fasses une bêtise. J'ai parlé à un avocat et tu ne peux pas me couper de mon héritage comme ça. Rappelle-moi, j'avais changé mon numéro de téléphone le vendredi. L'email de dimanche était différent. Un changement de ton. Hélène, je suis désolée pour ce que j'ai dit au mariage. J'étais ivre et je ne réfléchissais pas. Tu sais que je t'aime et je ne voulais pas te blesser. Mais toute cette histoire est en train de dégénérer. Les parents de Chloé posent des questions sur les raisons pour lesquelles ma mère agit bizarrement et c'est embarrassant pour nous deux. Écoute, je te rembourserai tout l'argent que tu penses que je te dois. On peut trouver un plan de paiement, mais tu ne peux pas vendre la maison. J'ai des amis qui seraient intéressés à te l'acheter à un prix équitable si tu as vraiment besoin d'argent tout de suite. Rencontrons-nous et discutons-en face à face. Je t'inviterai à dîner dans un endroit sympa et nous pourrons arranger tout ça. J'ai transféré cet email à mon agent immobilier avec une seule note claire. Veuillez accélérer le processus de mise en vente. La maison a été mise sur le marché le mardi matin. Elle a eu 3 visites le jeudi et 2 offres le week-end. J'ai accepté l'offre la plus élevée, 15 000 €, au-dessus du prix demandé. Une transaction au comptant avec une clôture sous 30 jours. Le dernier email de Marc arriva ce dimanche-là. Tu gagnes. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais félicitations. Tu as réussi à détruire notre relation et à m'humilier devant ma nouvelle famille. J'espère que le message que tu penses qu'à te faire passer vaut la peine de perdre ton fils. Ne me contacte plus. J'en ai fini d'essayer de réparer ce qui est cassé en toi. J'ai imprimé cet email, le plaçant dans un dossier étiqueté « Preuve », non pas à des fins légales, mais comme un rappel glaçant de qui était vraiment mon fils, quand il pensait que je pourrais cesser de financer son mode de vie. Avez-vous déjà vécu un moment aussi définitif de « ça suffit » où la ligne est tracée et vous savez qu'il n'y a pas de retour en arrière? La clôture de la vente de la maison était prévue pour le 20 juillet. Une date qui me semblait moins une échéance qu'une libération. J'avais déjà versé des arres pour un appartement meublé à Nice et réservé un séjour d'1 mois dans une chambre d'hôte en Bretagne pour l'automne. Pour la première fois en 30 ans, je faisais des projets qui n'avaient rien à voir avec les besoins de Marc, l'emploi du temps de Marc ou l'approbation de Marc. La femme qui l'avait élevé avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui était enfin prêt à vivre pour elle-même. La maison s'est vendue un mardi. J'ai signé les papiers dans une salle de conférence qui sentait le cuir et le parfum cher, entourée d'étrangers qui traitaient cette transaction comme n'importe quelle autre affaire. Ce qu'elle était, je suppose. Le chèque était suffisamment conséquent pour faire légèrement lever les sourcils de la banquière alors qu'elle traitait le dépôt. 355 000 €, après frais et commissions. Plus d'argent que je n'en avais jamais eu en une seule fois. Plus d'argent que Marc n'avait jamais imaginé que je possédais. J'ai longé la maison une dernière fois après la clôture. Les nouveaux propriétaires avaient déjà emménagé. Un jeune couple avec un bambin qui faisait du tricycle en plastique dans l'Aléa où Marc s'entraînait au basket. Ils avaient l'air heureux, inconscients des décennies de sacrifices et de déceptions qui s'étaient déroulées entre ces murs. Je n'ai rien ressenti en la regardant. Aucune nostalgie, aucun regret. Ce n'était plus qu'un bâtiment abritant les rêves de quelqu'un d'autre. Mon téléphone,
Le nouveau numéro que Mark n'avait pas était resté merveilleusement silencieux pendant 3 semaines. Mais ce soir-là, alors que j'emballais les dernières affaires pour mon déménagement à Nice, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. Par le Judas, j'ai vu Chloé se tenir dans le couloir, l'air parfaitement serein dans ses vêtements de marque et son maquillage subtil. Elle était seule. J'ai ouvert la porte mais ne l'ai pas invitée à entrer. Hélène, sa voix était soigneusement modulée, le ton qu'elle utilisait probablement avec les clients difficiles de la firme de relations publiques pour laquelle elle travaillait. Puis-je entrer? Je pense que nous devons parler. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. S'il vous plaît, cela nous concerne tous. Elle fit un geste vague vers l'espace entre nous. Toute cette situation a dégénéré. Je me suis écartée et l'ai laissée entrer, plus par curiosité que par courtoisie. Elle observa mes cartons à moitié emballés et mes murs nus avec la même évaluation polie qu'elle avait utilisée en évaluant ma robe au mariage. « Café ?» ai-je proposé, espérant qu'elle refuserait. « Ce serait charmant. » J'ai fait 2 tasses avec le café instantané qui était tout ce qu'il me restait, les servant dans des tasses dépareillées. Chloé accepta la sienne avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je tiens à ce que vous sachiez que je n'avais aucune idée que Mark dépendait de vous financièrement à ce point, » dit-elle en sirotant délicatement son café. « Il n'a jamais mentionné les dépôts mensuels ou l'arrangement de la carte de crédit. J'en suis sûre. Quand je l'ai épousé, j'ai supposé que son compte d'épargne représentait sa propre discipline financière. Si j'avais su... » Elle laissa sa phrase en suspens, me laissant imaginer ce qu'une femme responsable comme elle aurait fait. Cela aurait-il changé quelque chose? Le calme de Chloé vacilla légèrement. Bien sûr que oui. Je ne crois pas que des adultes devraient dépendre de leurs parents indéfiniment. Mais maintenant que nous connaissons ces arrangements, nous pouvons trouver une solution. Le salaire de Mark est plutôt bon, et avec mes revenus, nous pouvons certainement gérer un plan de remboursement raisonnable. Il n'y a rien à rembourser. Je faisais des cadeaux à mon fils. Des cadeaux que je ne suis plus en mesure de faire. Chloé. Chloé se pencha en avant, sa voix prenant un ton plus urgent. Je dois vous faire comprendre quelque chose. La réputation de Mark dans son entreprise en pâtit. Quand il n'a pas pu payer sa voiture le mois dernier à cause de ce malentendu, il a dû emprunter de l'argent à son patron. Ce n'est pas le genre de chose qui fait bonne impression. Quand vient le moment de la promotion, j'ai attendu qu'elle continue, le visage neutre. La situation de la carte de crédit a été particulièrement problématique. Il avait plusieurs paiements automatiques, configurés. Son abonnement à la salle de sport, ses cours de développement professionnel, même notre lune de miel a été partiellement facturée sur cette carte. Quand ces paiements ont commencé à être refusés, cela a créé des complications. Nous avons dû déménager de notre loft. Le loyer était... Elle fit un geste d'impuissance. Nous restons chez mes parents temporairement, pendant que nous réglons notre situation de logement. C'était une nouvelle information. Mark et Chloé, le couple en or, logeant dans la chambre d'amis de ses beaux-parents, parce que la banque de maman avait fermé définitivement. Je suis désolée d'entendre cela. Vraiment? Pour la première fois, le masque de Chloé tomba complètement. Parce qu'honnêtement, Hélène, je ne crois pas que vous le soyez. Je pense que vous appréciez ça. J'ai pesé ces mots attentivement. Est-ce que j'appréciais? Les difficultés financières de Mark, sa réputation endommagée, son orgueil blessé? Je n'apprécie pas ces difficultés. Ai-je dit finalement? Mais je n'en suis pas responsable non plus. Mark a 38 ans. S'il ne peut pas gérer ses finances sans les subventions secrètes de sa mère, c'est un problème qu'il a créé. Il a 30 ans. Chloé le corrigea sèchement. Non, Chloé. Il a 30 ans de vie, mais il n'a jamais eu à s'être un adulte, parce que je réglais ses problèmes
avant même qu'il ne sache qu'il en avait. Je ne lui ai rendu aucun service en lui rendant la vie si facile qu'il a oublié comment se débrouiller seul. Chloé posa sa tasse de café avec un claquement sec. « Alors c'est une sorte de leçon? De l'amour vache? C'est moi qui me mette de côté et le laisse faire l'expérience des conséquences naturelles de ses choix. Et la maison, ce n'est pas une conséquence naturelle, c'est de la vengeance. » Je regardais cette femme parfaitement soignée, qui avait épousé mon fils par amour, mais était restée mariée à lui parce qu'elle pensait qu'il venait avec une sécurité financière qu'elle n'avait pas eu à fournir elle-même. La maison était la mienne à vendre. Je l'ai gagnée, je l'ai payée, je l'ai entretenue. Marc a supposé qu'elle serait un jour la sienne, mais les suppositions ne sont pas des documents légaux. Mais sûrement, je me suis levée, signalant que cette conversation était terminée. Marc a clairement exprimé sa position à votre mariage. Je suis habituée à me contenter des miettes de la vie. Eh bien, j'ai décidé que je n'avais plus faim de reste. Elle me fixa un long moment, recalibrant, cherchant un angle où l'appel direct avait échoué. Et si Marc s'excusait? Vraiment? Cela ferait-il une différence? Non. Et si nous vous invitons à dîner? Nous nous assurons que vous vous sentiez incluse dans nos vies à l'avenir? Non. Alors qu'est-ce que vous voulez? La question sortit presque comme un cri, son calme se brisant enfin complètement. Que faudrait-il pour que vous arrêtiez de le punir? Je ne le punis pas, Chloé. Je ne le sauve juste plus. Il y a une différence. Elle ramassa son sac et se leva. Ses mouvements brusques de frustration. Vous savez ce que je pense? Je pense que vous êtes amère, parce que votre vie n'a pas tourné comme vous le vouliez. Et maintenant, vous vous en prenez à Marc parce qu'il a réussi et est heureux. Je la conduisis à la porte, impassible devant son analyse. Le succès de Marc s'est bâti sur une fondation que j'ai fournie à son insu. Son bonheur a été subventionné par ma pauvreté. Maintenant, nous verrons ce qu'il peut construire par lui-même. Après son départ, je finis de faire mes valises en paix. La douce soirée niçoise par ma fenêtre, promettant un avenir totalement libéré des attentes des autres. Avez-vous déjà eu à choisir entre un passé auquel vous vous accrochiez désespérément et un avenir qui promettait une vraie liberté? Le lendemain matin, j'ai chargé ma voiture de tout ce qui comptait vraiment. 2 valises, une boîte de livres et mon ordinateur portable. J'ai roulé vers le sud, vers une vie que je n'avais jamais imaginée possible. Nice m'a accueilli avec un air doux et chaud et l'odeur des magnolias. Mon nouvel appartement, à 4 pâtés de maison de la promenade des Anglais, était petit, mais le loyer était raisonnable. Pour la première fois depuis des décennies, je pouvais me le permettre, sans sacrifier d'autres nécessités. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une librairie locale. Rien de glamour, juste assez pour compléter mes économies, en attendant de savoir ce qui allait suivre. La propriétaire, une femme nommée Claire, à peu près de mon âge, m'a offert le poste le jour même où j'ai postulé. Vous semblez être quelqu'un qui comprend que les livres sont plus qu'un simple inventaire, a-t-elle dit, ses yeux bienveillants, sentant une quiétude partagée en moi. Pendant 3 mois, j'ai vécu tranquillement, anonymement, paisiblement. J'ai lu des livres pour lesquels je n'avais jamais eu le temps, fait de longues promenades, le long de la promenade des Anglais, appris à cuisiner des repas pour une personne sans m'apitoyer sur mon sort. Je n'ai rien entendu de Marc, ce à quoi je m'attendais exactement. Puis, un jeudi après-midi d'octobre, Claire me tendit un message téléphonique. « Quelqu'un a appelé pour vous, dit-elle. Il avait l'air... » Elle marqua une pause, cherchant le bon mot. Désespéré. J'ai fixé le message. Marc m'avait retrouvé d'une manière ou d'une autre. Avait trouvé la librairie. Avait convaincu Claire de prendre un message.
Le fait qu'il ait fait de tels efforts me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur son état de désespoir actuel. A-t-il dit ce qu'il voulait? Ai-je demandé à Claire. Juste que c'était urgent et qu'il avait besoin de vous parler. Il a laissé un numéro. Elle étudia attentivement mon visage. Vous n'avez pas l'air heureuse d'avoir de ces nouvelles. Je ne le suis pas, ai-je avoué. La famille, c'est compliqué, dit Claire, avec la sagesse de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour comprendre que le sang ne crée pas automatiquement des liens qu'il vaut la peine de maintenir. J'ai plié le message et l'ai mis dans ma poche. 3 heures plus tard, alors que je rangeais des retours dans la section poésie, je l'ai jeté. Mais Marc n'était pas du genre à abandonner facilement, pas quand il avait vraiment besoin de quelque chose. Et son apparition s'avérerait bien plus percutante qu'un simple appel téléphonique. Avez-vous déjà coupé les ponts avec quelqu'un pour qu'il vous poursuive sans relâche lorsque son confort est menacé? 2 jours plus tard, Marc apparut en personne à la librairie. Une vision inattendue et choquante. J'aidais un client à trouver une biographie quand j'ai levé les yeux et l'ai vu debout près de l'entrée, scannant le magasin. Il avait l'air terrible, plus mince que dans mon souvenir. Ses vêtements froissés, sa posture habituellement confiante, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la panique. J'ai terminé avec mon client, remis le livre sur l'étagère et me suis dirigée vers lui, mon expression neutre. « Maman !» souffla-t-il, sa voix se fêlant légèrement sur le mot. « Dieu merci, j'ai essayé de vous trouver pendant des semaines. Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, ma voix plate, campant sur mes positions. Il jeta un coup d'œil autour du magasin, observant mon badge nominatif, mes chaussures confortables, la vie tranquille que j'avais bâtie sans lui. « On peut parler en privé quelque part ? On peut parler ici. S'il vous plaît, c'est important. Il y a un café juste à côté. Je travaille. Ensuite, après le travail, j'attendrai. » J'ai regardé cet homme qui avait autrefois été mon petit garçon, qui rampait dans mon lit pendant les orages et me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Cet enfant n'était plus là, remplacé par quelqu'un qui ne se souvenait de mon existence que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Je finis à 18h. Le café ferme à 19h. Tu as 1 heure. Le soulagement inonda son visage. Un sentiment brut et désespéré. Merci. J'attendrai. À 18h01, je l'ai trouvé à une table de coin. 2 tasses déjà commandées. Il m'avait pris un latte avec beaucoup de mousse, comme j'avais l'habitude d'en boire quand il était au lycée et que nous allions parfois au centre commercial ensemble. Le geste était calculé, destiné à me rappeler de meilleurs moments. Je me suis assise sans toucher le café. « tu as bonne mine », dit-il, essayant d'être décontracté. « Reposez. Qu'est-ce que tu veux, Marc ?» Il prit une inspiration, se recomposant. Quand il parla, sa voix avait la qualité répétée de quelqu'un qui avait pratiqué cette conversation plusieurs fois. Je veux m'excuser pour tout. Le mariage, la façon dont je vous ai parlé, la façon dont je vous ai pris pour acquise toutes ces années. J'ai eu tort et je suis désolée. J'attendais la suite. Je sais que je vous ai blessé, continua-t-il allant de l'avant. Et je sais que s'excuser ne répare pas tout ce qui s'est passé, mais j'espère que nous pourrons recommencer. Bâtir une meilleure relation à l'avenir. Vraiment ? Son expression soigneusement composée vacilla. Ouais, j'ai beaucoup appris sur moi-même au cours des derniers mois. Sur ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, Mac, c'est la famille. Un timing intéressant pour cette révélation, ai-je dit. Il serait dit. Que voulez-vous dire ? Je veux dire qu'il est curieux que vous ayez découvert l'importance de la famille, juste au moment où votre situation financière est devenue difficile. Ce n'est pas une question d'argent. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise. L'étudiant. N'est-ce pas ? Parce que Chloé m'a rendu visite il y a quelques mois.
Elle était plutôt informative sur votre situation actuelle. Le visage de Marc rougit. Chloé n'avait pas le droit de vous impliquer dans nos problèmes. Donc, tu admets que tu as des problèmes. Tout le monde a des problèmes, maman. Ce n'est pas... Regardez, je sais ce que vous pensez. Mais il ne s'agit pas d'argent. Oui, les choses ont été moins serrées depuis que vous nous avez coupé les vivres. Mais nous nous débrouillons. J'ai eu une promotion au travail. Chloé prend plus de clients. Ça va bien. Alors, pourquoi es-tu là? La question resta en suspens entre nous. Marc fixa sa tasse de café, son calme commençant enfin à se briser. « Parce que tu me manques », dit-il doucement, sa voix à peine un murmure. « Parce que je réalise ce que j'ai perdu. » Qu'as-tu perdu, Marc? Ma mère, ma famille, la personne qui a toujours cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. La personne qui t'a toujours sauvé, tu veux dire. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Parce que j'ai réfléchi à notre relation ces derniers mois et j'ai réalisé quelque chose d'intéressant. Tu ne m'as jamais appelé juste pour parler. Tu n'es jamais venu me voir sauf si tu avais besoin de quelque chose. Tu ne m'as jamais incluse dans ta vie, à moins que cela ne te bénéficie d'une manière ou d'une autre. Alors, quand tu dis que je te manque, qu'est-ce qui te manque exactement? Les mains de Marc tremblaient légèrement alors qu'il tendait la main vers sa tasse de café, évitant mon regard. Une mère qui m'aimait me manque. Je t'ai aimé. Je t'ai tellement aimé que j'ai oublié de t'exiger de m'aimer en retour. Je t'aime. Non, Marc. Tu aimes ce que je t'ai fourni. Le filet de sécurité, le soutien financier, l'acceptation inconditionnelle de tes choix, peu importe comment ils m'affectaient. Tu aimais avoir une mère qui ne demandait rien et donnait tout. Ce n'est pas vrai. J'ai ouvert mon sac et sorti mon téléphone, faisant défiler la galerie de photos. Sais-tu ce que j'ai fait ces 4 derniers mois? Il secoua la tête. Je suis allée à Bordeaux et j'ai suivi un cours de cuisine. J'ai appris à faire de la paella de A à Z. J'ai visité Annecy et fait de la randonnée sur des portions du massif des Bauges. J'ai passé 2 semaines en Alsace à regarder les feuilles changer de couleur. J'ai lu 37 livres, appris à jouer aux échecs et commencé à prendre des cours d'espagnol en ligne. Je lui ai montré des photos. Moi riante avec mon cours de cuisine, debout sur des belvédères de montagne, lisant dans un hamac tendu entre 2 chênes. J'ai vécu, Marc. Pour la première fois en 30 ans, j'ai vécu pour moi-même, au lieu d'attendre que tu aies besoin de moi. Mais tu pourrais encore faire ces choses. On pourrait même en faire certaines ensemble. Vraiment? À quand remonte la dernière fois où tu as exprimé un intérêt à faire quoi que ce soit avec moi, qui n'était pas lié à un service dont tu avais besoin? Silence. J'attendrai. Plus de silence. La vérité, Marc, c'est que tu ne m'as jamais vu comme une personne. J'étais une fonction. La fonction maman. Et quand cette fonction est devenue gênante ou embarrassante, tu en as fait des blagues à la réception de ton mariage. J'étais ivre, je ne voulais pas dire. Tu pensais chaque mot. Les gens ivres ne mentent pas, Marc. Ils arrêtent juste de censurer leurs pensées avant de les exprimer. Il pleurait maintenant, des larmes coulant sur ses joues, alors que le poids de ce qu'il avait perdu commençait à peser sur lui. Mais je ne ressentais rien, aucune envie de le réconforter, aucun instinct maternel pour arranger les choses. « Que puis-je faire ?» murmura-t-il. « Dis-moi ce que je peux faire pour arranger ça. » « Rien. Il doit y avoir quelque chose. Un moyen de gagner votre pardon. Je ne suis pas assez en colère pour avoir besoin de te pardonner, Marc. Le pardon implique que je retiens une blessure, attendant que tu la guérisses. Mais je ne suis plus blessée. Je suis libre. Je ne comprends pas. Je sais. C'est précisément le problème. Je me suis levée, laissant mon latte intact sur la table.
Marc leva les yeux vers moi avec l'expression de quelqu'un qui voit son monde entier s'effondrer. « Attendez, s'il vous plaît, ne partez pas comme ça !»« Je ne pars pas, Marc. Je suis partie il y a des mois. Tu viens juste de le remarquer. » J'ai marché vers la porte, puis me suis retournée une dernière fois. « Pour ce que ça vaut, j'espère que tu apprendras à être heureux avec la vie que tu as choisie. Mais tu devras l'apprendre sans moi. » La soirée niçoise dehors était douce et chaude, promettant une paix infinie que j'étais enfin prête à embrasser. Avez-vous déjà réalisé que la vraie liberté signifie souvent de lâcher prise sur les choses mêmes qui vous définissaient autrefois? À quoi ressemblait vraiment la liberté, détachée des échos d'un passé qu'elle avait farouchement combattu pour dépasser? La chaude soirée niçoise m'enveloppa alors que je m'éloignais du café, loin du monde de Marc qui s'effondrait. L'air humide, parfumé au jasmin, ressemblait à une étreinte accueillante. Aucune colère persistante, aucune pointe de regret, juste une clarté profonde et tranquille. Les notes de jazz, dérivant d'une terrasse de restaurant voisine, étaient une douce mélodie, une bande sonore pour une vie qui se déroulait enfin selon mes propres termes. Mon appartement, petit et simple, ressemblait maintenant à un sanctuaire, pas à une évasion temporaire. Les jours se sont fondus en semaines, chacune un coup de pinceau sur la toile de ma nouvelle vie. Mes journées à la librairie n'étaient pas juste un travail. Elles étaient des opportunités. Je recommandais un classique oublié, riais avec Claire à propos d'une demande client particulièrement étrange, ou me perdais pendant des heures parmi les rayonnages. Claire, avec ses observations discrètes et ses sourires complices, est devenue plus qu'une patronne. Elle était une confidente, une amie qui comprenait le langage tacite d'une paix durement acquise. Nous partagions des tasses de thé dans les moments calmes entre les clients, discutant de tout, du dernier best-seller aux subtilités discrètes de la vie. L'argent de la vente de la maison n'était pas juste un chiffre sur un compte bancaire, c'était un passeport. J'ai revisité Bordeaux, non pas pour Marc, mais pour moi, plongeant dans un cours de cuisine, où les couleurs vives des ingrédients frais et le riche arôme de la paella m'emplissaient d'un émerveillement enfantin. Plus tard, à Annecy, l'air frais des montagnes du massif des Bauges m'a revigorée. Chaque pas sur les sentiers sinueux étant un pas en avant tangible. J'ai passé 2 semaines en Alsace, les feuilles d'automne un spectacle flamboyant et magnifique, reflétant une luminosité que je ressentais maintenant en moi. J'ai lu chaque livre qui attirait mon regard, appris les échecs pièce par pièce, et me suis lancée dans des leçons d'espagnol en ligne, me délectant de chaque petite victoire. Je vivais vraiment, pour la première fois en 30 ans, mon énergie n'étant plus consumée par les exigences de quelqu'un d'autre. Marc, ses messages frénétiques, son apparition désespérée à la librairie, sont devenus un écho lointain. Le silence de mon nouveau numéro de téléphone était un cadeau que je chérissais. Je n'ai jamais vérifié l'ancien, jamais douté. Il n'y avait plus de place pour cette vieille amertume. Plus de place pour le désir d'un amour qui n'avait jamais été vraiment réciproque. La femme qui avait cherché son approbation, qui avait silencieusement absorbé sa cruauté, était un fantôme d'une vie passée. Le dernier email, sa déclaration d'être fini d'essayer de réparer ce qui est brisé en toi, avait cessé de piquer il y a bien longtemps. Ce n'était qu'un document de son propre sentiment de droit, un témoignage du fait que parfois, retirer le filet de sécurité révèle la vérité sur qui quelqu'un est vraiment. En regardant la baie des Anges, son flux régulier et puissant, j'y vis un reflet de moi-même. Il y avait tant de choses à découvrir, plus d'expériences en attente, plus de gens à rencontrer qui me voyaient non pas comme une fonction, mais comme Hélène. Le chemin devant moi s'étendait large et invitant, rempli de possibilités que j'étais enfin libre d'explorer. Le monde
autrefois petit et centré autour d'une seule orbite ingrate, était maintenant vaste et illimité. La femme qui avait passé 30 ans à accepter les restes avait vraiment disparu, remplacée par quelqu'un qui avait enfin appris qu'elle méritait une place à table. Ou mieux encore, une table à elle seule. Avez-vous déjà atteint un point où lâcher ce que vous pensiez vouloir a ouvert la porte à la vie que vous méritiez vraiment? Partagez vos histoires ci-dessous, votre voix compte, et n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté de force et de